C'est bon. Ben, merci beaucoup d'être venu pour cette présentation. Donc, je vais dire 2 mots pour présenter Pierre de Lion pour ceux qui ne connaissent pas et puis pour ceux qui le connaissent. Ça fait fort longtemps donc on s'est rencontrés en fait à Saint-Alban autour des rencontres de Saint-Alban et de Jean Houry. Et depuis cette date-là, donc on a des liens de travail et d'amitié. Pierre continue d'ailleurs à assurer une supervision dans le service qui nous aide beaucoup. Et non seulement ses livres, mais aussi ses interventions sont très précieuses pour nous. Il est partie prenante, bien très actif du mouvement de psychothérapie institutionnelle et fait un boulot énorme dans énormément d'équipes dans toute la France. C'est un travail qu'il faut souligner. Et voilà, alors Pierre a écrit énormément de livres, donc je peux vous en faire la liste, elle est très importante, qui tourne autour de la pédopsychiatrie, de la psychothérapie institutionnelle et de la thérapie des enfants. Et en invitant donc à l'occasion de la dernière parution, Houry donc, qui tourne, comme son nom l'indique, autour non seulement du compagnonnage avec Jean Houry, mais aussi d'un certain nombre de concepts qu'il a pu dégager et qui peuvent être toujours opératoires de la psychothérapie institutionnelle. Voilà, donc la conférence sera introduite par Sarah Collin qui va nous dire un petit mot, et puis Pierre de Lion ensuite aura toute la parole et on pourra discuter. Bon, merci en tout cas à chacun. Alors, prenez le micro. Alors, la conférence est filmée, je précise quand même. Elle est filmée et mise ensuite sur YouTube. On a choisi cette formule-là et non pas le Zoom, de façon à ce qu'il y ait une rencontre physique qui se produise et non pas virtuelle. Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai commencé comme ça, cher Pierre. C'est avec grand plaisir que je te retrouve une 2e fois cette semaine. On peut dire que le hasard fait bien les choses. Je t'attendais mercredi à la gare pour une après-midi de supervision inaugurale dans l'unité de long séjour Chelem, la bien nommée, où je travaille. En t'attendant, j'ai reçu un appel inconnu. C'était le frère d'une patiente que je suis depuis bien longtemps, m'annonçant le décès de sa jeune sœur qui aurait eu 40 ans le 18 janvier. Ainsi, nous nous retrouvons pour discuter de cette supervision, alors que je suis sidérée par cette nouvelle dramatique, qui n'a aucune réalité psychique pour moi sur le moment, comme ça, mais que j'éprouve dans mon corps. Belle entrée en matière, si on peut dire, pour échanger, partager sur ce qui nous met à mal dans notre engagement quotidien auprès de patients malades, et pour certains, confrontés au point d'horreur de leur existence, j'ai trouvé cette formule-là, et à qui nous tenterions d'offrir, comme le dit Houry, un point d'aurore, pense à toi, promesse de jour, promesse de vie possible. Un groupe de travail et de lecture de ton livre se tenait en début de semaine. J'y suis allée un peu par hasard, à la fin d'une longue journée, plutôt ingrate dans cette unité Chelem. Il était question de cette monumentale bibliographie que tu as déployée, impressionnante pour nous tous et toutes, et surtout pour de jeunes collègues qui n'ont pas connu Houry, Toscaïès, Jean M, Bonafé, Gentil et tant d'autres, qui habitent ton arrière-pays et dont le livre que tu écris peut faire passage de témoin, relais vivant et incarné d'une... Je crois qu'il faut faire une pause, il y a des personnes qui veulent s'asseoir. Ah oui, mais on ne l'a pas respecté. La salle paraissait remplie. Asseyez-vous. Il y a encore des places par ici. Il y a encore des places devant là. Je suis désolé, mais sinon ça va faire quand tu parles. Qu'est-ce que je fais? Non, je ne commence pas. Tu attends un petit peu que ça soit. Ça fait plein de bruit. Oui. Comme tu veux, oui. Bonjour tout le monde. Très discret. Mais il y a quelqu'un là? Non. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Bon, on reprend peut-être. Je reprends au début du dernier paragraphe, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Donc un groupe de travail et de lecture de son livre se tenait en début de semaine. J'y suis allée un peu par hasard à la fin d'une longue journée plutôt ingrate dans cette unité de Chelem, où je travaille en long séjour. Il était question dans ce groupe de travail de cette monumentale bibliographie que tu as déployée, impressionnante pour nous tous et toutes, et surtout pour de jeunes collègues qui n'ont pas connu Houry, Toscaïès, Jean M, Bonafé, Gentil et tant d'autres qui habitent ton arrière-pays, et dont le livre que tu écris peut faire passage de témoin.
relais vivant et incarné d'une psychiatrie qui ne va pas de soi, qui pourrait être autre chose que ce que l'on croyait, qui nous oblige à chaque instant à penser à ce que nous foutons là. Le désastre de l'évolution des soins psychiatriques peut être angoissant pour nos jeunes collègues qui s'engagent à nos côtés, et pour autant, comment entendre ce que tu écris dans une perspective vivante et d'engagement qui nous passionne. Je crois avant tout à la confiance partagée, dans cette résistance à la destruction, dans cet enjeu de transmission de l'inestimable du soin psychique, et je reprends ici à dessein le thème des prochaines rencontres de la Criée. Tu peux donner la date d'ailleurs. Non. Le 10 juin. C'est pas écrit dans le texte. Pas sûr que nous aurons eu le temps de lire tous les livres que tu cites, tous les concepts que tu évoques et qui nous interpelleront sûrement à un moment donné comme outil de soin dans des situations compliquées qui nous dépassent. Ce travail de tissage humain ininterrompu donne du sens à notre quête, à notre recherche pour accueillir, accompagner, secourir la détresse dont nous tentons de témoigner. Être témoin, c'est aussi ne pas faire comme si de rien en se réfugiant dans des diagnostics standardisés et déshumanisés. Être témoin nécessite aussi de penser sans relâche l'aménagement de notre accueil au un par un, dans la singularité et l'élaboration de collectifs, d'institutions vivantes, donc nourries en permanence. Par définition, le vivant, il faut le nourrir en permanence. Être témoin, c'est aussi pouvoir penser les capacités de l'établissement à laisser faire ce travail de hiérarchisation de la distinctivité au plus près de la singularité de chacun et dans une transversalité possible, au-delà de toute hiérarchie réglementaire, d'autant plus écrasante qu'on pourrait s'y soumettre volontiers. Cela nécessite quelques outils humains incontournables, l'amitié, la confiance, l'accueil des expériences et le négatif, qu'il s'agit d'accueillir en nous et avec les patients qui vont bien souvent nous mettre en échec. Pour finir, je pense à une petite liste de phrases qui font sens pour moi. C'est pas terrible, mais c'est comme ça. Celle de Toscaïès, celle-là me plaît beaucoup, qui parlait des enfants qui ne disposaient pas des chevaux symboliques pour quitter l'écurie familiale. Ça me parle beaucoup. Voilà. Celle d'Hélène Chéniaud, de ne pas s'en laisser passer une. Celle d'Oury, mais qu'est-ce que je fous là? Celle de Pindar, citée dans les groupes de copains J'étais psy, qui est « Partage est notre maître à tous ». Voilà. Et enfin, je finirai avec celle de Torubia, avant de te passer la parole, qui peut ouvrir le débat. Et si ce n'était pas ça? Voilà. De Lyon donc. Merci de cet accueil et de cette présentation sympathique, Sarah. Je suis très touché par la manière dont tu as proposé finalement cette entrée en matière. Alors, c'est vrai que je suis pris dans quelque chose qui est l'état actuel de la psychiatrie, qui est évidemment, je suppose que c'est ça qui nous réunit, qui est dans un état, vous savez bien, qui est au-delà du lamentable. Je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus parce que on sortirait tous à plat ventre de la salle et on tomberait la rue Talleyrand comme de la merde dans un bas de soie. Mais j'avais plutôt envie de parler un petit peu de ce qui, aujourd'hui, peut-être me semble essentiel, fondamental, pour justement continuer à transmettre des choses qui sont tellement essentielles, en tout cas à mes yeux, et que j'ai reçues des gens que j'ai côtoyés, dont tu as cité un certain nombre. Quand j'ai commencé la psychiatrie, il se trouve que ça fait 50 ans que je fais de la psychiatrie, là, ces temps-ci, ces mois-ci. Donc c'est une date quand même, c'est pas rien, 50 ans. Et donc le type que j'ai rencontré au début s'appelait Colmin, c'était un psychiatre non communiste qui avait un certain nombre de défauts, bon, mais qui avait quand même quelques qualités solides, et notamment celle d'avoir bossé avec M, puis avec un certain nombre d'autres de gens de cette bande-là, pour apprendre la psychothérapie institutionnelle. Quand il a été nommé à Angers, à Saint-James, il a eu envie vraiment de former les internes intéressés à cette dialectique subtile. Et moi j'ai eu la chance de me rencontrer, et en même temps j'ai pris soin de ne pas aller dans son service, parce que c'était très compliqué. Son service était
bon, les gens étaient un peu sous emprise. Donc je voyais bien déjà depuis le début que c'était compliqué les liens avec lui, mais son enseignement était quand même tout à fait fondamental. Mais ce qui m'a transmis de plus important, c'est la rencontre avec Houry. Et notamment le fait que dès 1975, il a commencé à se mettre en tête l'idée de faire un groupe régional autour d'Angers, le groupe de l'Ouest, puis du Grand Ouest, qui réunissait des gens du centre, de la Bretagne, etc. Qui serait donc une des reformulations nouvelles du GTPSI, du groupe de travail de psychothérapie et de sociothérapie institutionnelle, ancêtre de la psychothérapie institutionnelle. Et donc on est allé voir avec lui et quelques amis Houry un dimanche à la Borde, il y avait Guattari aussi, bon. Et j'ai donc rencontré Houry à la Borde dans son bureau la première fois. Et donc Colmin a obtenu de lui, sans beaucoup d'efforts d'ailleurs, parce que Houry était très partant tout de suite, qu'on fasse ce groupe de travail. Et donc très très tôt, 75, 76, on a commencé ce groupe de travail. C'est là que j'ai rencontré ce personnage qui m'a semblé vraiment hors norme. Et c'est hors norme qu'on cherchait le titre du film sur le silence des justes. Bon. Et donc cette rencontre-là a eu des effets extrêmement importants pour moi, parce que je le raconte des fois dans certains trucs, j'avais un peu la tendance, j'avais les cheveux longs comme ça, j'avais une barbe comme ça, j'aimais beaucoup Guattari évidemment, mais aussi Cooper, etc. Bon, c'est-à-dire que j'étais non pas sur les chevaux qui me permettent de sortir de l'écurie parentale, mais sur les chevaux de l'antipsychiatrie, dans un processus d'idéalisation absolument vertigineux. Je m'en suis rendu compte après coup, ce qui m'a permis de ne pas tomber à ce moment-là. Et donc, je trouvais que c'était formidable qu'on allait révolutionner la psychiatrie en fermant les asiles, etc. Enfin, j'étais vraiment mal barré, quoi. Bon. Et Houry m'a rattrapé par le callback en me disant bon, quand est-ce que tu arrêtes ces conneries, quoi. Bon, il n'y a pas grand monde qui aurait pu me le dire à ce moment-là, parce que j'étais assez susceptible. On ne se refait pas. Et donc, j'ai vraiment accepté ça de lui, parce que c'était argumenté. Et c'était argumenté notamment par le fait que j'allais de temps en temps à la Borde, faire différents stages, etc. Et j'ai bien rencontré là que la fermeture de la Borde, ça paraissait complètement con, quoi. Bon, ça a été à l'ordre du jour beaucoup de fois après, la fermeture de la Borde. Vous vous rappelez, on a fait tout un tas, les uns et les autres, signer des pétitions. Je suis allé au ministère avec Houry, etc., pour défendre la Borde. Bon. Mais fermer la Borde, c'était assez con comme idée. Ça m'a permis de réaliser que l'antipsychiatrie, c'était assez con comme idée. Même si dans l'antipsychiatrie, bien sûr, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, dans le film Family Life, le fait qu'on prenne le thé avec les patients tous les jours, donc c'était une sorte de club de l'antipsychiatrie qui avait beaucoup de sens. Et ça, on pourrait dire, ça mettait la position du fou par rapport à ceux qui prétendent s'occuper de lui dans une position d'horizontalité qui n'était pas exactement celle du divan. C'était une autre position d'horizontalité, c'est-à-dire une liberté, égalité, fraternité, quoi, plus de cet ordre-là. Et on voit bien que cette idée-là, finalement, a prévalu dans la psychothérapie institutionnelle, mais de façon beaucoup plus articulée dans l'antipsychiatrie coopérienne. Il se trouve que moi j'ai rencontré Cooper plusieurs fois parce que j'allais chez Guattari à des réunions comme ça, où il réunissait un certain nombre de gens que j'aimais bien entendre, écouter pour penser les choses que j'avais du mal à penser tout seul. Et vraiment, je me suis bien rendu compte, au bout de pas très longtemps, que Cooper, tout ce qu'il avait été écrit pendant qu'il était en Angleterre avec les schizophrènes et qui s'en occupait vraiment au Kingsley Hall, c'était formidable. Mais dès l'instant où il est passé en France, qu'il a eu un contrat avec le Seuil et qu'il a fait des bouquins et qu'il ne s'occupait plus du tout des schizophrènes, alors Cooper, ça allait pas du tout, quoi. Bon, moi, cliniquement, je me suis rendu compte de ça dans les contacts avec lui, sous l'égide de Guattari, qui veillait au grain aussi. Bon. Et donc, cette idée de l'antipsychiatrie, qui était quand même très généreuse en apparence, en fait, se révélait totalement contre-productive dans la pratique. Et vraiment, Colmin, Houry, et puis toute la bande des gens qui étaient là à ce moment-là, ça m'a permis d'intérioriser tout un tas de choses qui me paraissaient intéressantes, mais que je jugeais quand même un peu réactionnaires. Et en fait, je me suis bien rendu compte que la réaction n'était pas tellement là où on croyait. Alors, vraiment, si je dois quelque chose à Houry, c'est d'avoir dit, bon, t'as bientôt fini avec ces conneries-là, quoi.
Et il m'a rattrapé du côté de la psychothérapie rationnelle. Et il a eu un effet sur moi qui explique en grande partie la raison pour laquelle j'ai beaucoup écrit. 50 ans de psychiatrie, 50 livres maintenant, la 50e ou 51e. J'ai écrit parce que j'ai soumis à un moment donné dans ce groupe de Brignac qui nous réunissait dans la région ouest tous les 2-3 mois avec Oury et toute sa bande, j'ai écrit un truc sur les groupes de supervision qu'un ethnologue psychanalyste qui s'appelait Norbert Le Grinel faisait dans le service dans lequel j'étais, chez Jacques Henry. Et j'ai écrit sur l'intérêt de cette fonction de supervision dans ce service-là. J'ai soumis ce truc-là à Oury. Il m'a dit vraiment, il faut que tu continues à écrire parce que ce que tu racontes, c'est des choses qui parlent vraiment aux infirmiers à l'époque, parce que, évidemment, j'ai appris beaucoup de choses avec les infirmiers. Et sur ces entrefaites, non seulement il m'a dit ça, mais il m'a dit, viens avec moi, on téléphone à Toscaïès. Et donc, j'étais, je sais plus, 75, 76, on téléphone à Toscaïès, là, donc voilà l'image là-bas, formidable image de Toscaïès. Oury lui dit, il faudrait que tu accueilles de Lyon en stage chez toi. Toscaïès, à l'époque, avait quitté ta région et était rendu à Agen, dans un hôpital dont il faut quand même inventer le nom, Lacandélie. Bon. C'est quand même pas mal, juste à côté d'Agen, dans les pruneaux. Et c'était une blague au début. Là, c'était tout sauf une blague, je peux te dire. Et alors, je suis arrivé en stage chez Toscaïès grâce au rendez-vous pris devant moi avec Oury, entre Toscaïès et Oury, pour nous confier le bébé. Quoi. Enfin, bon. Et donc, je suis arrivé chez Toscaïès, et bon, j'ai souvent raconté cette histoire, mais elle vaut son pesant de cacahuètes. J'étais interne, donc j'avais une vieille de chevaux qui était vraiment pas vaillante. Je fais mes 500 bornes d'Angers à Agen, je prends une nuit d'hôtel, ce qui ne m'arrivait jamais. Mon premier salaire, c'était 1000 francs quand même, d'interne à Saint-James. Et donc, je me pointe le matin dans le service de Tosc, et je suis accueilli par Tosc qui me dit « C'est toi de Lyon ?» Oui, c'est moi. « J'aurais dû te dire de ne pas venir, mon service est une merde. » Voilà l'accueil du lundi matin par Toscaïès. À ce moment, j'ai pensé très fort à Oury, qui avait pris rendez-vous pour moi avec Toscaïès. Alors j'ai dit, écoutez, je vais repartir, c'est pas grave. Non, on reste. Alors je lui explique pourquoi je viens, je toujours dans mes fantasmes, mes maladies infantiles, j'en ai traversé beaucoup. Je suis venu parce que j'aimerais bien que vous m'appreniez à animer les réunions, à construire une institution. Enfin, vous voyez, ce genre de questions complètement débiles qu'on expose à Toscaïès. Et il m'a dit, viens dans mon bureau. Dans mon bureau. Il a dit, le traité de la servitude volontaire, viens dans mon bureau. Et ma révolution interne, psychiatrique, véritable, a eu lieu là. C'est-à-dire le mois de stage passé dans le bureau de Toscaïès avec Toscaïès à recevoir des patients. Et alors d'un seul coup, je suis tombé sur mes pieds de mes nuages antipsychiatriques, déjà tempérés par Oury, et avec vraiment la pesanteur qui s'est appliquée à moi de façon évidente à ce moment-là, c'est-à-dire l'institution n'a de sens que si d'abord on rencontre les patients et qu'on essaie d'accueillir ces patients pour savoir avec eux quelle institution on va construire ensemble pour pouvoir les aider. Ça, la révolution totale pour moi. Quand je suis reparti de chez Toscaïès, j'ai béni Oury évidemment de très loin pour le remercier d'avoir eu cette fonction vis-à-vis de moi. Et donc après, je suis allé revoir évidemment Oury souvent. Et donc j'ai assisté grâce à l'importance que j'avais comprise dans la rencontre avec les patients, dans les consultations, dans les entretiens, dans les séances. Et que toute institution n'avait de sens que quand c'était d'abord à partir de cette première rencontre qu'on pouvait les comprendre, les construire, les co-construire, etc. Que j'ai assisté à mes leçons de psychiatrie vraiment
profondes, phénoménologiques, psychopathologiques, transférentielles, enfin bon, avec Tosquelles et avec Khoury. Et ces deux personnes-là ont quand même constitué pour moi une sorte d'école de la pensée extraordinaire et qui m'a permis d'essayer d'approfondir ce que j'appelle désormais la psychopathologie transférentielle. C'est-à-dire une psychopathologie qui est centrée sur le fait que ce qui compte, c'est la rencontre et la manière dont notre appareil psychique sur notre corps biologique va être là présent dans cette rencontre va déterminer la manière dont on va pouvoir ensemble penser à la fois l'approfondissement psychopathologique du patient qui ne vient pas nous voir parce qu'il est en forme, qui vient nous voir parce qu'il n'est plus en forme, et la manière dont on va pouvoir essayer de l'accompagner, d'abord en le portant, d'où dans mes travaux à moi l'importance que j'accorde à la fonction phorique, c'est-à-dire je prends d'abord sur mes épaules psychiques la moitié de la souffrance du patient et on va marcher un certain temps ensemble. Et au bout d'un certain temps, de me rendre compte que la psychopathologie transférentielle avec une personne qui est schizophrène, ou avec un enfant autiste, ou avec un névrosé occidental pas moyen, ben, c'est pas du tout les mêmes psychopathologies dont il s'agit. Et qu'il faut à chaque fois essayer, comme le disait Joyce McDougall, construire la métapsychologie pour chaque patient nouveau. Pierre, tu devrais construire la métapsychologie à chaque fois que tu reçois un patient. Oui, tout un tas d'accents autour de moi, des personnes que j'ai rencontrées qui ont eu de l'importance. Elle m'avait dit aussi, Pierre, je crois que la traduction de Good Enough Mother par les Français, ça ne va pas du tout. La mère suffisamment bonne, tout de suite vous pensez, c'est catholique, c'est la religion, c'est la morale. Non, c'est adéquate sans plus. Good Enough Mother, une mère adéquate sans plus. Je vous conseille ça, de reprendre cette traduction à votre compte parce que ça change beaucoup de choses dans la manière dont on considère la mère suffisamment bonne. Mon cul, oui. Donc voilà, c'est très important que ces choses-là se mettent en place. Et donc, dès l'instant où on réfléchit à la psychopathologie transférentielle en termes de quelle est au fond la psychopathologie du patient qui vient de trouver pour essayer de trouver des solutions d'accompagnement à la hauteur de ce qu'il attend, ben évidemment, si c'est un névrosé occidental poids moyen, eh ben, allez voir la série en thérapie, quoi. Hein. Moi, je trouve que... Vous avez vu la série en thérapie ça dit quelque chose à quelqu'un? Bon. Ben, dans la série en thérapie, le névrosé occidental poids moyen va rencontrer le bon docteur Dayan en disant « Bon, docteur, voilà, j'ai des problèmes, je suis neurochirurgien, mais bon, quand je prends l'ascenseur avec un infirmier et qu'il exprime un désir rapproché avec moi, ben, on ne va pas au 2e étage pour aller à la salle d'op, on va au 4e pour aller dans les chambres d'internat et il me saute et je suis très contente en fait. Puis après, je suis très culpabilisée. Comment vous croyez que je peux sortir de ça, docteur Dayan? Alors, docteur Dayan, allongez-vous. Et en sortant de la séance, elle s'approche tout près de lui. Elle dit, docteur Dayan, je vous aime. Alors, docteur Dayan, il s'attend à beaucoup de choses. Hein, bon. Mais là, il a été un peu surpris. Alors, il ne sait pas très bien quoi répondre. Alors, c'est elle qui fait la réponse. Elle dit, je sais, j'ai lu Freud. Vous allez dire, c'est le transfert. Mais non, je vous aime vraiment. Alors, le docteur Dayan ne s'en remet pas, quoi. Il va aller voir après sa superviseuse pour quand même essayer de... Puis on voit ce que ça donne. Hein. Bon. Donc vous voyez, la névrose occidentale poids moyen, ça se joue entre un patient et puis un psychanalyste, cothérapeute, infirmier, enfin, bon, etc. Des trucs qui se jouent en individuel habituellement. Et à condition que celui-là puisse en référer à quelqu'un avec qui il peut un peu développer ce qui est en train de se passer dans la psychopathologie de la névrose, bon, ben, ça fait finir par trouver des solutions quand même. Hein, bon. Globalement, les patients du docteur Dayan, ça va pas trop mal, sauf un qui, bon, ça se termine mal. Bon. Alors le problème, c'est que les patients du docteur Dayan, c'est pas vraiment ceux-là qu'on voit dans les consultations de service public, dans les CMPP, dans les... J'ai CMPP parce que Patrick Bellamiche nous fait l'amitié d'être là, dans les endroits où on va s'occuper de ce que j'appelle maintenant, je propose d'appeler ça comme ça, non pas par
infantilisation, mais par niveau structurel auquel ça se joue, les pathologies archaïques. Hein, l'autisme, c'est pas une pathologie névrotique classique, c'est une pathologie archaïque. La schizophrénie, bon, ben, il y a des schizophrènes comme Artaud, bien nommés ici, qui sont des gens extrêmement intelligents, etc., etc. Mais enfin, n'empêche que les souffrances qu'il exprime à son psychiatre, dont Tosquelles parle parce qu'il a rencontré, c'est putain de souffrances archaïques. Hein. Bon, donc voilà. Donc il me semble qu'il faut à ce moment-là réfléchir à la psychopathologie des angoisses archaïques. Hein. Et cette psychopathologie des angoisses archaïques, il se trouve qu'elle a une nécessité, et ça a été sans doute l'invention fondamentale de Tosquelles, nécessité d'avoir recours à quelque chose qui va tenir compte de la particularité des transferts de ces personnes-là sur le monde, et notamment sur le monde de ceux qui prétendent les accueillir. Et il appelait ça transfert multiréférentiel. Houry a essayé de développer ça avec sa connaissance approfondie de l'œuvre de Bleuler, le transfert dissocié, hein, dans la schizophrénie notamment. Et puis moi j'ai essayé de développer ça beaucoup dans les pathologies des enfants, le transfert des enfants autistes, on pourrait dire, parce qu'il y a beaucoup de psychanalystes qui pensent qu'il n'y a pas de transfert dans l'autisme. Bon, ça serait bien qu'ils rencontrent des enfants autistes, hein, parce que quand même, il suffit de rencontrer un pour se rendre compte qu'il y a du transfert. Mais ce n'est pas un transfert de la névrose, ce n'est pas un transfert dissocié, ce n'est pas un transfert multiréférentiel au sens du schizophrène, c'est un transfert adhésif. Hein, le schizophrène, il ne s'accroche pas à vos épaules, il ne vient pas vous accrocher les mains et vous griffer le cou, etc. Non, le schizophrène, c'est rare qu'il fasse ça. Mais les autistes, c'est tout le temps. Les gens qui travaillent avec les autistes ont des marques du transfert adhésif sur leur corps. Bon. Et le transfert psychotique de l'enfant psychotique, parce que, contrairement à ce que nous raconte la vulgate scientifique supposée actuelle, que la psychose de l'enfant n'existe pas, figurez-vous que moi, j'en ai rencontré des enfants psychotiques, beaucoup, et qu'en fait, il y en a beaucoup plus que des autistes. Hein. Et maintenant, on dit qu'il n'y a pas d'enfants psychotiques, il n'y a que des TSA. Vous savez, trouble envahissant du développement, ce qui est devenu trouble du spectre autistique, sous l'influence de Harry Potter. Bon. Donc, ces pathologies-là, en fait, on a mis les 9/10 d'enfants psychotiques et disharmoniques psychotiques dans la catégorie des troubles du spectre autistique, et on prétend leur appliquer les méthodes comportementales qu'on utilise pour l'autisme, pour les psychotiques. Mais ça donne des résultats, mais un désastre. Hein. Alors le problème, c'est que si on réfléchit à la relation qu'on instaure avec un patient qu'on accueille, ben, si on réfléchit à son diagnostic, si on réfléchit à sa psychopathologie et si on réfléchit aux formes que vont prendre le transfert de ce patient avec les gens qui s'occupent de lui, ben à ce moment-là, on est fondé à créer quelque chose que Tosquelles a inventé, l'institution. Et à ce moment-là, l'institution prend un sens très intéressant. Ce n'est pas institution au sens de « oh, la sécurité sociale est une grosse institution qui nous emmerde la vie avec sa bureaucratie ». Non, l'institution au sens de Tosquelles, c'est distinguer de l'établissement parce que justement, c'est quelque chose qui va essayer de se démarquer d'un fonctionnement du général, comme dit Peirce, pour faire quelque chose qui est un événement du singulier, qui est caractéristique de l'institution. Comment le groupe des professionnels qui est salarié par l'établissement va se réunir pour réfléchir ensemble à la manière dont ils vont remplir les missions que l'établissement leur demande de remplir. Et là, d'un seul coup, ce groupe fait institution. Et institution, ça a une dimension de verticalisation. Hein. On pourrait dire, en utilisant les travaux de Buerger, par exemple, que c'est une dimension de lutte contre la pesanteur. Et en fait, on voit bien que les endroits où les équipes ne luttent pas contre la pesanteur, par exemple technocratique, bureaucratique, etc., sont réduits au seul établissement. Et à ce moment-là, on voit bien que l'entropie est maximale. Donc, vous voyez, institution comme instituteur, instituer, c'est faire se tenir debout quelque chose qui, sur un plan d'une éthique professionnelle, va avoir des conséquences immédiates sur la manière dont les gens se sentent accueillis. Hein. Donc cette institution qui va se développer, on voit bien qu'elle a connu des moments dans l'histoire de la psychiatrie, disons du XXe siècle, elle a connu des moments très très caricaturaux. On est passé de l'asile 1945 à
d'un seul coup, 20 ans ou 30 ans plus tard, des services de psychiatrie qui étaient composés de tout un tas d'éléments que tu as inventés, comme tous les gens qui ont travaillé dans les secteurs, non seulement le service d'hospitalisation à temps plein, mais le CMP, le CRTTP, etc., tous les trucs qui faisaient qu'on s'adaptait à la nécessité d'accompagner les patients en fonction de leur psychopathologie. On voit bien que le passage de l'asile à cette forme de psychiatrie-là a créé quelque chose que la psychiatrie de secteur a permis et que c'était très important d'expérimenter ces choses-là. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un monde dans lequel les coordonnées générales que je décris là, de façon un peu simplificatrice, ont radicalement changé. On est arrivé maintenant dans un monde dans lequel, sous le prétexte des pseudosciences, on organise les choses en fonction de la psychiatrie réduite à une discipline médicale sans rien de plus de spécifique à la psychopathologie transférentielle. Spécialité médicale, c'est-à-dire on fait un diagnostic, on propose une indication de prise en charge et on laisse les gens se soigner en fonction de leur bon vouloir. En oubliant totalement l'enseignement majeur de Henriet, la psychiatrie, c'est la pathologie de la liberté. Donc, allez-y, soignez-vous. Ben oui, mais moi je ne veux pas me soigner. Vous entendez des voix? Oui, j'entends des voix. Et vous savez que ça fait désordre dans le sociétal, hein, quand vous entendez des voix. Oui, mais je ne veux pas m'en occuper. Et donc, à ce moment-là, on va être amené à faire en sorte que cette personne, éventuellement, puisse rencontrer des gens qui vont accueillir sa pathologie et l'amener à recevoir des soins, quelquefois d'une façon qui n'est pas en rapport avec son sentiment à lui de liberté. Et donc, cette pathologie de la liberté va mettre en jeu quelque chose qui est une contrainte d'une manière ou d'une autre, qui, dans certains cas, peut conduire au fait que des patients sont, je ne sais pas comment on dit maintenant, hospitalisés d'office, non? Un truc comme ça. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Moins changé. Mais... Et que même dans certains cas, des patients sont attachés dans leur lit. Hein. Ça, par contre, ça... On a interdit le packing, mais maintenant on encourage les gens à attacher les gens dans leur lit. Hein. Bon. Belle évolution quand même, hein, sociétale. Bon. Donc, il me semble que là, il y a quelque chose qui est très important à considérer, c'est que cette pseudo-science organise les choses sur un mode médico-mimétique. C'est-à-dire diagnostic, traitement et à qui profite le crime. Les laboratoires pharmaceutiques sont là pour vous proposer des traitements qui permettent de répondre à toutes les questions qui se posent pour les enfants. Vous ne savez pas trop comment mettre les symptômes que les enfants présentent? Lisez un livre qui est de couleur verte, qui commence par DSM-5 maintenant, et vous trouverez tous les symptômes qui correspondent à la description de votre enfant qui va très mal, et vous conclurez que s'il va très mal de cette manière-là, il y a une solution, c'est la prescription de Ritaline, et puis s'il va très mal de cette manière-là, il y a une prescription, c'est les neuroleptiques. Hein. Et puis sinon, avec ces deux médicaments-là, vous pouvez tout à fait vous débrouiller dans la pédopsychiatrie d'aujourd'hui. Hein. Donc, vous voyez bien que la manière dont on organise les choses, et je regarde Patrick parce qu'on a un combat commun évidemment en ce moment qui est le projet ministériel de transformer les CMP et les CMPP en lieux qu'ils appellent joliment les plateformes de diagnostic qui concernent les maladies qui sont des troubles neurodéveloppementaux. Il n'y a plus le mot psy à aucune entrée des symptomatologies actuellement en pédopsie, et que cette organisation-là va conduire à faire des diagnostics approfondis, y compris des IRM et tout un tas d'examens qui n'ont pas toujours une utilité fondamentale pour ces enfants-là, enfin je dis fondamentale d'une manière particulière, et ça va conduire au fait que beaucoup de gamins vont se retrouver avec des prescriptions médicamenteuses et des recommandations de type rééducatif pour leur prise en charge. Et on voit bien qu'il y a tout un tas de gamins qui échappent à ce modèle dominant actuel et qui continuent à essayer de trouver dans leur ville. Moi, je reçois des mails sans arrêt. Je dis, bon, dans ta ville, est-ce que tu pourrais me conseiller un psy? Parce que ceux que je suis allé voir, ils prescrivent des traitements, mais moi, c'est pas ça que je voudrais pour mon enfant. Hein. Et donc, on voit bien que là, il y a tout un tas d'enfants qui échappent à ce mécanisme dominant et qu'on va se retrouver très rapidement dans quelque chose qui est une impasse généralisée en ce qui concerne la prise en charge des enfants. Je rappelle que, par exemple,
aux États-Unis actuellement et au Brésil. Hein, c'est bizarre quand même. Trump, Bolsonaro continuent à régner. 20% d'une classe d'âge d'enfants sont sous Ritaline. Ah oui. 20% d'une classe d'âge sous Ritaline. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, en France, 800 000 naissances par an. Vous voyez le nombre de gens qui sont sous cette prescription. Donc, à qui profite le crime? Parce qu'il y en a qui ont besoin de la Ritaline. Moi, je suis le premier à le prescrire quand il y en a besoin. Mais en général, 1 sur 10 qui me demandent. Hein. Donc, on voit bien que pour les 9 qui vont l'avoir alors qu'ils n'en ont pas besoin, il y aurait besoin d'une prise en charge psychothérapique au sens large. Et cette prise en charge psychothérapique n'est plus délivrée dans les études de psy, malheureusement, parce que on est en train de former les psys de telle manière que, évidemment, ils n'ont pas l'accès à une formation psychothérapie digne de ce nom, pour un certain nombre d'entre eux. Et donc on voit bien que là, cette organisation, cette pensée de la psychiatrie aujourd'hui, de la manière dont on répond à la souffrance psychique, est tout à fait, finalement, à côté des réponses que Tosquelles, Souris et tous ces gens importants pour nous ont mis en place pour pouvoir nous les transmettre et que nous, on se retrouve dans la situation de constater que c'est très difficile à articuler aujourd'hui. Alors il me semble que plutôt que de se déprimer et d'aller tous se suicider en se jetant dans la rivière du coin, c'est très important qu'on puisse réfléchir à comment utiliser les concepts qui nous ont transmis de façon actualisée. Hein. Et là, il me semble que j'ai beaucoup essayé de travailler sur cette question-là. Je vois d'ailleurs que tu as le petit livre en question qui est là. À mon avis, la solution que je trouve opératoire pour nous, pour les équipes qui continuent à travailler sur cette question-là, c'est essayer de travailler sur ce que j'ai retenu de l'enseignement de ces 2 maîtres importants, la constellation transférentielle. Alors, qu'est-ce que c'est la constellation transférentielle? Justement, le gros avantage de la constellation transférentielle, c'est plutôt que de se dire, bon, vous savez, comme le débat qui a eu lieu dans les années 80, qui n'a pas cessé jusqu'à l'extinction des feux, qui était, bon, la psychothérapie institutionnelle, c'est bien dans les hôpitaux, mais dans le secteur, ça ne va pas, parce que comment voulez-vous faire de la psychothérapie institutionnelle dans le secteur? Puis en fait, les gens qui se sont lancés ont fait des clubs extra-hospitaliers, et ils ont développé des trucs absolument géniaux dans le secteur extra-hospitalier, qui n'étaient pas les mêmes que dans le secteur intra-hospitalier. Et donc, ils ont inventé, à partir de ce concept fondamental de constellation transférentielle, une possibilité d'utiliser cette théorisation de la psychopathologie transférentielle dans un contexte qui avait changé profondément. Hein. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il faut qu'on arrive à créer ou à faire vivre, c'est le fait que la constellation transférentielle n'est pas attachée à un lieu de soins qui serait le lieu où c'est bien de le faire, et puis qu'il y a des lieux de soins où c'est pas possible de le faire. Donc je crois que vraiment, c'est ça on pourrait dire le plus petit dénominateur commun actuel de la psychothérapie institutionnelle, c'est quand vous êtes avec un patient qui présente une pathologie archaïque et que vous êtes plusieurs soignants à essayer de le prendre en charge, faites une réunion de constellation transférentielle. Alors là, on voit bien qu'on rentre dans le vif du sujet. Hein, bon. Parce que ça a l'air de rien, là, le précepte « faites une réunion de constellation transférentielle ». Mais il y a des endroits où si vous dites ça, ben les gens qui sont là font un infarctus. Faites une réunion de constellation transférentielle, le mot transfert pose problème, le mot constellation pose problème, et surtout le mot réunion pose problème. Parce que faites une réunion, il y a beaucoup de gens qui pensent les réunions, comme nous l'a appris notre ami, comment il s'appelle, Böhm, dont parle Chapoutot. Vous connaissez ce livre très important, Libre d'obéir, de Chapoutot, où il décrit un truc, moi je trouve qu'il a le culot, parce qu'il a mis sur les étals des libraires, le New Management du nazisme à aujourd'hui. Il fallait quand même oser. Hein. Bon, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les techniques de management actuelles sont directement importées, mais presque identiques, du fonctionnement
des ingénieurs du travail dans les usines Krupp d'Essen pendant la période nazie. Juste à partir de 1933 jusqu'à 1945, il faut lire le petit bouquin, là, vous savez, qui a eu le prix Goncourt, là, la réunion, là, vous savez, de tous les patrons de l'industrie allemande avec Hitler. Là, bon. Les gens se sont spécialisés dans la manière dont on pouvait organiser le travail pour produire beaucoup de canons, les grosses Bertha et compagnie, et donc ça a fonctionné de façon très opératoire. Et après, les ingénieurs en question et autres organisateurs de travail ont réussi à échapper à cette chasse aux nazis qui a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, et en fait se sont transformés en enseignants universitaires et sont devenus le professeur de, ça ne s'appelait pas management, mais d'organisation du travail. Et ils ont réutilisé les concepts qu'ils avaient mis au point pendant la période nazie, avec la période post-nazie. Et puis, certains sont partis aux États-Unis et dans les grandes universités, la médecine du travail, la psychologie du travail, etc., développer les concepts du New Management à partir de cette idéologie-là. Donc, si vous voulez, quand on pense réunion aujourd'hui, dans la plupart des équipes, malheureusement, c'est des réunions de type management dont il est question. Et comment ça se passe une réunion de type management? On pourrait dire c'est l'antimatière. C'est-à-dire c'est le contraire exactement de ce que Oury, dans son article de psychothérapie, psychiatrie et psychothérapie rationnelle, qui s'appelle « Existe-t-il un concept de réunion ?» que je vous recommande ce chapitre, qui est absolument fondamental dans psychothérapie et psychiatrie et psychothérapie rationnelle. C'est ce livre-là, je l'ai porté, absolument remarquable de Jean Oury. Et donc, dans ce chapitre, il définit le concept de réunion. Car je vous l'ai fait en résumé, mais bon, les réunions de management, c'est vous recevez l'ordre du jour par mail. On vous dit, il y aura une réunion de management, non, on ne dit pas de management, il y aura une réunion de travail lundi à 10h. On n'a pas du tout pris la précaution de savoir si vous étiez libre. Lundi à 10h. Et puis on vous met l'ordre du jour, avec des points extrêmement intéressants. Le rapport du qualiticien sur la manière dont l'usage du truc hydroalcoolique a été fait dans le service pendant la période du Covid. Bon. Ensuite, vous voyez des sujets vraiment passionnants pour la psychopathologie transférentielle de cet ordre-là. Donc 1 heure pour le premier rapport, 1 heure pour le deuxième rapport, et puis à midi, le syndicaliste de service pose la question, mais alors, pour le budget de l'année prochaine, là, on n'a que jusqu'à la fin du mois pour dire si oui ou non, il y aura une supervision dans l'équipe ou pas l'année prochaine. Ah, excusez-moi, mais vous avez vu, il est midi, on va traiter ça peut-être le mois prochain. Oui, mais le mois prochain, ça sera trop tard pour le budget. Ah ben écoutez, je suis désolé, mais on ne peut pas faire autrement. Fin de la réunion de management. Hein? Alors vous voyez, cette réunion-là, c'est pas une réunion, c'est de l'enseignement du fascisme. Hein? Donc, il me semble qu'il faut quand même revenir à des choses très essentielles pour nous. Une réunion, c'est quoi? C'est pouvoir, dans un endroit qui est suffisamment protégé par la bienveillance minimum requise par les participants à la réunion, c'est pouvoir dire avec ce patient-là, les mecs, je suis dans une merde noire, il faut que vous m'aidiez parce que moi j'y arrive plus. Si ça continue, je vais le foutre par la fenêtre. Alors, vous voyez, dans cette réunion-là, s'il y a par exemple, ce qui est le cas d'une réunion que j'ai vécue dans une supervision, quelqu'un m'a raconté, il y avait une cadre qui venait d'arriver dans le service, formée au management, vraiment pur et dur. Elle a entendu que cet enfant-là, que je recevais toutes les semaines, j'avais de plus en plus de mal avec lui, et j'ai dit, si ça continue, je le fous par la fenêtre. Elle a noté ça dans son calepin. Et quand elle m'a convoqué à la fin de l'année pour la réunion de notation où on parle de la formation, etc., elle m'a dit, écoutez, cette année, je ne peux pas vous faire monter votre note parce que vous vous rappelez que le 5 mai, vous avez dit, si ça continue, je le fous par la fenêtre. Vous savez que vous n'avez pas le droit. L'infirmière avait envie de lui foutre son poing dans la gueule, quoi, en me disant, enfin, vous êtes con, quoi. Vous voyez, dans la réunion, il faut qu'il y ait un niveau de bienveillance qui permet d'accueillir le fait que mon collègue, celui que j'aime bien, j'ai beaucoup d'estime pour lui, il est très en difficulté avec un patient et il me dit, je suis dans une merde noire, je ne vais pas y arriver. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on cherche dans la réunion qui est-ce qui est le maître de l'ordre du jour, qui est-ce qui a raison, ou ces choses-là? Non.
on va chercher, dans le cadre d'une psychopathologie transférentielle bien comprise selon moi, le fait que ce patient qui présente une pathologie archaïque est en train de s'organiser dans le monde qu'on lui propose, par exemple le soin avec lequel on l'accueille, il est en train de répartir son énergie psychique en fonction de son histoire infantile, son histoire de vie. Il est en train de répartir son énergie en fonction des personnes qui l'ont accueilli. Et il a trouvé que cette personne qu'il accueillait était quand même psychiatre, d'accord? Mais enfin, quand même, ce psychiatre-là, il a une gueule qui me fait tellement penser à mon père qui m'a emmerdé toute mon enfance que c'est pas avec lui que je vais. Hein. Bon. Mais l'orthophoniste, oui, là, ça, par contre, là, elle, je vois bien que la manière dont elle me regarde, ça fait drôlement penser à ma marraine qui venait pas assez souvent chez moi, mais quand elle venait, là, j'avais quelque chose qui s'apaisait en moi. Hein. Et puis celui-là ou celle-là, celui qui dans la réunion dit « je suis dans une merde noire, j'y arrive plus avec ce patient », il me fait drôlement penser justement aussi à mon père, ce con, ou cette conne. Et donc, d'un seul coup, on est en train de fabriquer ensemble, de façon collective, quelque chose qui est une représentation du monde interne du patient et de la manière dont il va attribuer à chacun d'entre nous qui prétendons nous occuper de lui des valences qui sont des valences transférentielles, qui sont évidemment pas celles qu'on retrouve dans les histoires du docteur Dayan, qui sont des histoires qui sont marquées par la dissociation, le multiréférentiel, l'adhésivité, la projectivité, etc. C'est-à-dire, en fait, il répartit ses énergies de façon, on pourrait dire, non intégrée. Vous savez, dans le développement de l'enfant, le passage de, disons, des objets, des multi-objets, au fait que d'un seul coup, la mère ou le père ou qui que ce soit devient l'objet total, c'est parce qu'il y a une intégration progressive de tous ces objets partiels pour en faire un objet total. On pourrait dire que la pathologie archaïque a la particularité de rester dans le monde des objets partiels. Et donc, dans le transfert, il fonctionne avec les objets partiels. Je mets chez un tel mes bons objets, je mets chez un tel mes mauvais objets. Donc, dans la réunion, quand je dis « je suis dans une merde noire, j'y arrive plus avec ce patient-là », qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que je suis un mauvais soignant? Alors là, on voit bien, dans la réunion de management. Vous avez dit le 5 mai que vous vouliez foutre un enfant par la fenêtre, vous êtes un mauvais soignant. Voilà la réunion managériale. Là, on est dans une réunion dans laquelle, d'un seul coup, entre guillemets, tu as la chance d'avoir été repéré comme le mauvais objet. Enfin, elle a trouvé, ou il a trouvé quelqu'un qui va incarner pour lui un mauvais objet avec lequel il a eu tellement d'histoires qu'il ne peut pas régler avec cette personne-là, que peut-être il va pouvoir les régler avec toi qui est là en train de dire « moi j'y arrive pas avec lui ». D'autant que celui qui raconte ça entend l'autre qui dit « moi je trouve que depuis que je le vois, ça va de mieux en mieux ». Alors on voit bien que si on est dans une logique managériale, ça va de mieux en mieux, donc c'est un bon soignant. Ça ne va pas du tout, donc c'est une mauvaise soignante. Et cette logique-là est un piège permanent dans les équipes qui s'occupent des pathologies archaïques. Et donc notre travail consiste à mettre en scène, presque comme dans un psychodrame. La réunion de constellation, c'est une sorte de psychodrame. Consiste à mettre en scène le monde interne du patient et à voir comment ce patient fonctionne dans le monde. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on constate? Uri rappelait toujours cette expérience de Stanton et Schwartz, qui me semble tellement importante, dont il parle un peu aussi là dans ce bouquin, qui avait été rapporté par Racamier dans Le psychanalyste sans divan, vous connaissez sûrement. On voit bien que quand les professionnels arrivent à pouvoir mettre en scène les bons et les mauvais objets d'un patient, et qu'ils arrivent à l'assumer entre eux, alors la fonction contenante que le patient tout seul ne peut pas réaliser dans son rapport au monde est réalisée par l'institution qui le prend en charge. Et à ce moment-là, pour un temps donné, le patient sent que
pour une fois, il a été compris, mais presque compris au sens de on prend à plusieurs le problème qui se présente et on le contient pour que le patient ressente qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans son existence par rapport au monde. Et on voit bien que ces expériences-là, vous pouvez les tenir tout à fait. Par exemple, moi, à Jeanne de Flandre, je faisais des groupes avec les pédiatres, groupe Balint, avec les pédiatres, dans lesquels on travaillait sur un enfant qui était en néonate, par exemple, qui présentait tout un tas de signes très compliqués d'anorexie, qui n'était pas en rapport direct avec sa pathologie d'enfant néonate, mais dont le fait qu'on puisse en parler ensemble avec tous les soignants de pédiatrie qui s'occupaient de ce gamin-là avait des effets sur la sortie de l'anorexie chez le bébé prématuré. Ça peut se trouver chez les juges des enfants. Si vous travaillez avec des juges des enfants et que les juges des enfants peuvent vous exprimer des trucs du genre avec ce dossier-là, moi, je vois bien que la décision que j'ai prise est complètement à côté de la plaque. Qu'un juge des enfants puisse dire ça dans un groupe où ils se sentent suffisamment protégés pour aborder les questions qui sont des choses qui l'ont dépassé, ben, le juge des enfants, la fois d'après, il va se dire « Ah oui, mais je tempère ma décision à venir de mes expériences passées, etc. etc. » Et donc, par exemple, dans les milieux très, on pourrait dire, crucifiés actuels, que sont l'aide sociale à l'enfance, je ne sais pas si vous connaissez les gens qui travaillent dans ces milieux-là, c'est épouvantable en ce moment, parce qu'on leur dit avec beaucoup moins de moyens, vous allez me faire le plaisir de les transformer en enfants normaux. Hein, et puis si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute à vous. Hein. Donc enfin vraiment, on a dit que c'était les psychanalystes qui culpabilisaient les mères, mais alors dis donc, je vous raconte, l'état actuel qui culpabilise les professionnels, c'est pas mal. Hein, bon. On devrait dire ça aux associations de parents enfantistes. Hein, bon. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là chez eux qui, quand ils arrivent à faire ce travail de réunion de constellation transférentielle, change radicalement leur manière de penser le soin avec les patients. Et puis, dans les équipes de psychiatrie, bon, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir que, par exemple, dans le travail de supervision, ben, si on arrive à faire ce travail de constellation, ça a des effets sur les personnes dont on parle qui sont radicaux. C'est-à-dire, j'avais un avis en arrivant dans la réunion, le simple fait qu'il y ait une certaine ambiance dans cette réunion qui fasse que les avis des autres ne vont pas être l'objet de qui est-ce qui est le plus fort, qui est-ce qui a la plus grosse bite, enfin toutes ces conneries invraisemblables du monde actuel, mais tiens, il a un autre point de vue que moi pour le même patient. Ah mais ça, j'avais pas du tout pensé à ça. Lui, il partirait bien en vacances avec ce patient dans un séjour thérapeutique, alors que moi, je voudrais le foutre par la fenêtre. Quand même, ça me donne à réfléchir. Et quand je sors de la réunion, j'ai cet autre témoignage dans la tête. Et la manière dont je vais rencontrer le patient avec cet autre témoignage dans ma tête va radicalement changer ma position que j'avais quand je suis rentré dans la réunion. Et on voit bien que c'est cette manière de penser les choses qui me semble aujourd'hui l'actualité de la psychothérapie institutionnelle. Et si on arrive à développer ça dans les différents lieux dans lesquels on se trouve un peu éparpillé actuellement, malheureusement, eh bien, il me semble qu'on peut transmettre vraiment, on pourrait dire, l'invariance structurale de la psychothérapie institutionnelle. C'est-à-dire, l'institution, ce n'est pas un fétiche comme ça en l'air, c'est ce qu'on va créer à propos d'un patient donné pour pouvoir ensemble répondre de lui. Répondre de lui. Et à ce moment-là, il me semble que, aussi bien sur le plan de l'éthique que sur le plan de l'épistémologie, les deux dimensions sont prises en compte. Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter, mais j'aimerais bien maintenant qu'on puisse discuter à propos de vos expériences et de vos témoignages. Bravo. Deux mots pour démarrer, puis on va faire circuler la parole. Je te remercie en tout cas d'avoir vraiment centré ton propos et resserré sur l'essentiel. Cette idée conclusive que tu nous proposes à la discussion, autour du concept, ou plutôt à partir du concept de constellation, comment est-ce qu'on pourrait imaginer un invariant structural à soutenir dans les temps actuels. Alors, ça c'est quand même extrêmement important, c'est-à-dire à partir d'accueillir ce qui vient et qui ne cesse de changer, on n'accueille pas les mêmes patients ni les mêmes pathologies que dans les années précédentes,
et on voit bien à quel point la psychiatrie est dépendante de la société et de l'histoire. C'en est une démonstration. Quand on parle des grandes structures, il faut faire très attention. On n'est pas devant des pathologies structurellement figées, précisément. Tout a changé. Le monde a changé, et ça, nous sommes en train d'accueillir ce changement. Et ma question, je l'enverrai comme ça parce que c'est une question pour nous tous, c'est au fond, tu viens de nous dire à quel point cette psychopathologie de l'archaïque, extrêmement subtile, peut être menée, comment elle a des effets. On est quelques-uns ici à en mesurer l'efficace, dans le bon sens du terme. Ça a des effets extrêmement importants sur les patients, sur les soignants. Ça nous transforme. Et en même temps, question, quelles sont les conditions nécessaires, minimales, pour pouvoir continuer à faire ce travail de constellation? Comment travailler avec l'hostilité actuellement? Comment travailler avec le négatif qui a toujours existé? C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que Toscaïès, quand il démarre, est accueilli à bras ouverts et il travaille avec un sérieux négatif, et les nazis qui sont quand même en France tout de même, hein, et les staliniens aussi. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a aussi des ennemis identifiés qui ont pris le contrôle de l'État, du ministère de la Santé, le lobby fondamental, les professeurs de psychiatrie. Je ne parle pas de toi, mais quand même une grande majorité, et qui, d'une certaine manière, sont dans une position d'hostilité maximum. Alors voilà, comment mener ce travail de constellation, ce travail de psychopathologie transférentielle dans des établissements? Tu as bien fait la distinction entre établissement et institution, justement, qui témoignent, par leur adhésion à la logique managériale et à la logique néolibérale du capitalisme actuel, finalement, d'une conception totalement opposée. Comment fait-on pour... aujourd'hui, alors, je pense qu'il n'y a pas j'espère pas une réponse unique. Comment est-ce que tu imagines, comment est-ce que chacun pourrait imaginer aujourd'hui les formes de résistance et de pensée, finalement, pour tenir cette contradiction qui est presque une aporie, quoi, aujourd'hui. Comment on tient? Comment tenir cette psychopathologie subtile dans les conditions de très mauvais temps que nous traversons? C'est une question pour Pierre et pour chacun. Tu veux répondre pour Pierre? Non, je ne vais pas répondre pour Si, Pierre. Je vais parler de mon expérience. Bah oui, tu peux. Hein? Bon, Elisabeth, nomme-toi. Elisabeth Forveille, oui. Bon, je te remercie Pierre là, d'avoir dit que ça faisait 50 ans que tu étais là à la psychiatrie. Moi, je n'avais pas compté, mais maintenant, j'aurais plus besoin de compter. Parce que chaque fois qu'on se verra, moi aussi, ça fait 50 ans. Pourtant, tu as l'air si jeune. Eh ben, en fait, parce que je suis arrivée à la Borde à 20 ans comme stagiaire en art plastique. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis tombée dedans assez rapidement. Donc après ces débuts grandioses, en psychiatrie publique, j'ai fait des petites choses, hein, parce qu'on avait en effet, je n'avais pas un patron qui était de la psychothérapie institutionnelle, mais de ma génération, et donc il laissait faire. Hein. Il me laissait faire et il disait, de toute façon, tout le monde va faire comme je dis, sauf Elisabeth Forveille, parce qu'elle fera que ce qu'elle veut. Alors voilà. Donc on arrivait. Alors, c'est pas une qualité, hein, mais dans la mesure où je réussis tout le temps à avoir quelques collègues psychologues et infirmiers pour faire des choses, pour faire des groupes notamment, ça s'est très bien passé. Bon, au bout de 40 ans de bons et loyaux services, ils m'ont remercié. Et donc 43 ans. Non, justement, ou 41, je ne sais plus. Mais j'ai compté, je suis sortie en 2018 ou 2017, je ne me rappelle plus. Et donc effectivement, là la question c'est du libéral, hein, la question du libéral. Et donc effectivement, quand on a commencé en institution à travailler avec des pathologies comme tu as décrit, eh ben, en libéral, elle nous tombe dessus à bras raccourcis. Et puis alors, et donc c'est pas de ça dont je vais parler, puisque je reçois aussi des enfants, mais surtout du soin qui a changé, qui est obligé de changer. Parce que je travaille dans une ville assez aisée, donc les gens ils ont des sous, ils me donnent leurs sous comme s'ils me donnaient un ticket de métro, il y en a, mais alors, en thérapie d'enfant, quand je vois pour la 3e fois une petite fille
qui dit que vraiment c'est de la faute de ses parents, parce que si elle veut mettre sa robe rose, ils lui disent de mettre la robe bleue, que ça va pas du tout, et que vraiment, est-ce que je le fais pour les parents, parce que les parents ne sont pas du tout à la hauteur, j'invente pas, hein. Je me dis, est-ce que je vais être quelqu'un, une personne de plus qui va écouter cet enfant dans sa toute puissance et dans son identité de genre. oui. Ah oui, là. Les miennes, elles sont encore dans les robes. Hein, parce que c'est un peu des histoires vraies. Les parents arrivent à dire on ne peut pas partir à l'école parce que l'enfant veut choisir ses vêtements, c'est insupportable, j'arrive pas à le faire obéir. Et donc, effectivement, pour suivre Guattari, on a vraiment des pathologies qui se ressemblent, alors qu'à Montreuil, j'avais aussi des pathologies qui se ressemblent, mais ce n'était pas la même ethnie à Montreuil. Là, c'est dans mon ethnie, à moi. Parce que c'est plus facile de voir que le problème est sociétal quand on s'adresse à des émigrés que quand on s'adresse à des gens de sa propre ethnie. Et donc là, j'ai eu un peu plus de mal à le voir, mais au bout d'un moment, j'ai réussi à me dire, mais c'est pas possible, ils sont tous pareils, ils ont tous le même problème, et pas issus de l'émigration, ou avant, parce que c'est des Portugais ou des Italiens. Donc, ensuite, et donc, effectivement, j'ai monté un psychodrame, en effet. Donc, c'est pour vous dire que de choses petites, je suis tombée en choses toutes petites, et on s'est aperçu, donc avec un collègue, du coup, c'est un homme, il est plus jeune que moi, il est noir, il est un grand bonhomme, donc on a des personnalités différentes, et puis on a des stagiaires de l'université, et donc en effet, on s'est aperçu que ces enfants étaient omnipotents, et qu'il y en a de plus en plus, et qu'on avait besoin, et j'avais pas assez d'outils, quoi. Et donc j'ai réussi, malgré tout, même si c'est une toute petite chose, à remonter cette constellation dont tu parles. Parce que, par exemple, là, on a une jeune fille de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'en plus, l'aide sociale à l'enfance paye du privé maintenant. Une jeune fille de l'aide sociale à l'enfance, moi, j'espérais qu'elle ne vienne pas, parce que vraiment, je trouvais qu'elle délirait. Elle a 15 ans, j'ai dit non, mais ça ne va pas, parce qu'on sait que derrière, il n'y a pas grand-chose, donc c'est pas facile. Et puis les collègues disent ah non, super, ah non, pourvu qu'elle vienne, on tient le coup. Et moi, je dis il y en a d'autres sur la liste d'attente, voilà. Donc j'ai pensé à ça quand tu as dit que vraiment, et comme on fait un post-groupe chaque semaine, voilà, que vraiment c'était très important, surtout que c'est un cas grave, je pense qu'elle délire, donc comment on peut, même avec le peu de choses qu'on a actuellement, trouver quelque chose à faire, voilà. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Pierre? Moi, je peux dire un mot par rapport à ce que vient de dire Elisabeth. Oui, parce qu'elle pose une question sociétale fondamentale, c'est la question du développement des compétences du bébé, du jeune enfant, de l'enfant, en appui sur tout ce qu'il est capable de faire, mais qui ne va pouvoir fonctionner dans le développement à venir de l'enfant que si cette toute-puissance infantile progressive est limitée par une fonction limitante parentale. Ce que Dolto appelait la castration symboligène, d'un mot un peu contestable, parce qu'à mon avis, castration, ça ne va plus. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas de raison de considérer que la fille, c'est une femme qui n'a pas de pénis. Donc, enfin, ça vaudrait le coup d'en discuter théoriquement, mais ça marche. Et donc, on voit bien que la difficulté des parents à tenir sur cette fonction limitante parentale fait que les enfants sont de plus en plus tout-puissants. Et ça crée des pathologies qui, à mon avis, vont rejoindre le continent des états limites. Tout à fait. États limites, comme par hasard, ça vient poser la question de l'absence de fonction limitante parentale. Oui, tout à fait. Il y a donc quelque chose là qui est à la fois archaïque et névrotique, mais le névrotique en question est quand même un peu caviardé par l'archaïque. Et c'est un vrai problème sociétal actuel que, par exemple, l'éducation nationale ne prend pas du tout en considération. Aussi, il y a Madame Macron qui pense qu'il faut se mettre en uniforme, donc ça va peut-être régler le problème, hein, on ne sait jamais. Elle a voté avec l'extrême droite, ça c'est bien. Enfin, je crois que c'est pas du tout à ce niveau-là que ça se passe. Mais par exemple, on ferait des réunions de constellation dans les classes. Hein, alors là, d'un seul coup,
on découvrirait la fonction pédagogique essentielle de la pédagogie institutionnelle. Moi, par exemple, à Lille, j'ai beaucoup développé la question de la prévention de la violence dans les écoles, et on a mis en place des ateliers philo dans les classes maternelles, grande section. Et les classes maternelles, grande section, ben, les gamins qui au début de l'année sont dans la toute-puissance, ils ont le droit de tout faire, etc., à la fin de l'année, prennent le bâton de pluie pour parler, commencent à dire des choses du genre moi je pense que, en grande section de maternelle, à la fin de l'année, moi je pense que, donc ils intériorisent des soucis, ce que j'appelle globalement la catégorie philosophique de l'autrui, ils intériorisent ça et d'un seul coup ça modifie leur comportement par rapport au monde et notamment par rapport à la toute-puissance. Donc je crois que ça, c'est un des problèmes essentiels. Mais le problème que tu posais, bon, c'était la réponse concrète d'Elisabeth et une des modalités, mais peut-être il y a l'idée que, puisque les plateformes actuelles maintenant pour les gamins, c'est plateforme diagnostique, mais pour la prise en charge, c'était quand même l'essentiel. Non, la prise en charge, aller voir les psychologues en libéral. Hein, bon. C'est en gros ça la technique Macron. Bon. Ben, sauf que les psychologues en libéral, ils vont être dans une difficulté d'accueillir tous ces enfants-là, sauf s'ils pensent à faire des constellations transférentielles. C'est-à-dire à faire en libéral ce qu'on a essayé de faire dans le public, c'est-à-dire des équipes, hein, c'est-à-dire des cabinets de groupe, c'est-à-dire des équipes qui vont pouvoir en libéral peut-être pour une part répondre à une partie de ces pathologies-là, étant bien entendu que pour les plus archaïques, ça ne tiendra pas le coup. Donc il me semble que là, il faut qu'on réfléchisse vraiment sur le concret des choses, et dans la psychothérapie fonctionnelle telle que Tosquès et Uri l'ont apprise, ils insistaient beaucoup sur ce qu'ils appelaient le respect de l'historicité. Et c'est précisément de ça qu'il est question. Comment ça se passe dans le contexte à Reims pour faire tel truc? Comment ça se passe à Angers? Comment ça se passe à Paris? Comment ça se passe? Et en fonction de comment ça se passe, alors, voilà le type de constellation transférentielle qu'on peut proposer. Et il me semble que vraiment, il ne faut pas qu'on fasse les fanfarons en disant faites comme ci, faites comme ça. Parce qu'à ce moment-là, on tombe dans les protocoles qui sont vendus par le ministère actuellement. Il faut vraiment qu'on reste dans l'artisanat. Hein. C'est Philippe Venet qui parlait de ça, Emmanuel Venet qui parlait de ça, la psychiatrie artisanale. Il faut qu'on reste dans l'artisanat, c'est-à-dire là, avec les gens que je connais, avec les problèmes qui se posent, qu'est-ce qu'on peut fabriquer ensemble pour hein. Et à ce moment-là, c'est totalement démarqué de cette espèce de politique de faites comme ci, faites comme ça, suivez le protocole. Hein, et suivez le protocole, n'importe quoi. La question qui me vient là, quand même, par rapport à ce que vous dites et la réponse, c'est que toi tu demandes comment on peut continuer avec l'établissement tel qu'il est. Et là, la réponse que vous donnez, c'est on peut peut-être continuer de manière artisanale, mais pas dans un établissement, pas forcément dans un établissement. Parce qu'il était mis en retraite. Voilà. Oui, et puis là, je dis quelque chose comme moi, j'ai fait, mais qu'il fallait, c'est pas obligé, enfin, il n'y a pas de modèle. Hein. Bien sûr, C'est justement, vraiment, puisque c'est artisanal. Hein, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça. C'est effectivement pouvoir compter sur qui je vais pouvoir compter, quelles vont être les personnes secourables aussi pour celui qui accueille cette personne qui est en difficulté, avec laquelle je suis embarrassée. Hein, voilà. Bien sûr, ça c'est quelque chose qu'on peut faire effectivement toujours, enfin, j'espère. J'espère qu'on pourra toujours compter sur un tel ou un tel. Rappelle-toi quand j'étais généraliste que je t'ai envoyé comme ça sans même te prévenir quelqu'un qui était dans un grand moment de catastrophe, parce que je savais que je pouvais compter sur toi. Et puis voilà, puis ainsi de suite. Et voilà, peut-être qu'on pourra toujours quand même compter les uns sur les autres. 1, 2, 3. Ben oui. Bien, merci. Merci en tout cas pour cet exposé. Je n'ai pas encore lu ton livre, mais j'ai commencé à le lire. Présente-toi, parce que toi. Patrick Bellaniche. Bon, voilà. Oui, il me semble que cette question de la constellation transférentielle, au fond, ça soulève et ça souligne la question de la place de la parole et du langage, dans le fond. Ce qui est dans le domaine dans lequel on travaille, c'est quand même essentiel. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment la position éthique qu'on peut avoir, c'est par rapport à l'importance qu'on donne à la parole et au langage et à la subjectivité, hein, puisque tu parlais du fait que
on peut s'occuper de quelqu'un, prendre en charge quelqu'un, à partir simplement de son histoire, de l'endroit où il est. Donc ça renvoie à sa subjectivité aussi. Donc, et je crois que c'est là-dessus peut-être sur quoi il ne faut pas céder, quoi. C'est résister sur la place de la parole et du langage, et qui fait notre position éthique dans notre travail. Et je crois que c'est ce qui est mis à mal, là. C'est l'anti-ordre du jour. Tu parlais de ce bouquin tout à l'heure qui s'appelait L'ordre du jour, justement. Oui, c'est l'ordre du jour. C'est l'ordre du jour, c'est-à-dire que bon, on se met à quelques-uns pour décider ce qui va se passer, comment ça va se passer, et puis après, les autres, ils sont libres d'obéir. Hein. C'est-à-dire que une fois que les choses sont décidées en haut lieu, tous les moyens sont bons pour arriver à faire ce qu'il y a à faire, quoi. Et on laisse une grande liberté sur les moyens, du moment qu'au bout du compte, ce qui a été décidé est mis en œuvre. Et je crois que c'est là-dessus, enfin dans les équipes, quand on travaille en équipe, de toute façon, il y a une réalité aussi peut-être qui a été qui n'a pas été reconnue par certains psychanalystes même à un moment donné, c'est que quand on s'occupe de certains patients qui ont des pathologies, comme tu dis, qui ont à voir avec l'archaïque, on ne peut pas tout seul. C'est pas possible seul. C'est très compliqué. Il faut pouvoir au moins en parler. Et puis, c'est-à-dire que pour qu'il y ait cette diffraction transférentielle qui se mette en place, on est obligé d'être à plusieurs. Il y a eu quand même l'illusion pendant longtemps, et je crois que ça a été très mauvais pour la psychanalyse, qu'on pouvait s'occuper d'enfants autistes en faisant des séances de 20 minutes une fois par semaine, et ça a fait des dégâts, cette histoire. Et on est encore en train de le payer, ça, maintenant. Hein. Et je crois qu'effectivement, après, au niveau du transfert, les patients, ils font leur choix, quoi. Ils font leur choix quand ils sont à l'institution, et c'est pas forcément le psychanalyste ou le psychiatre ou la psychologue qui sont désignés comme soignants. Ça peut être aussi la secrétaire. Moi, je l'ai vu dans des institutions où il se passait des choses quand même très importantes avec la secrétaire. Ça peut être la psychomotricienne, parce qu'il y a des fois des choses qui se passent au niveau du corps et qui sont repris, qui ne peuvent pas être repris autrement. Et donc, mais bon, il faut pouvoir aussi avoir une position où on maintient tout ça. Et je voulais dire par rapport, parce que moi j'ai beaucoup travaillé en CNPP, les CNPP, donc il y avait un texte qui s'occupait, qui était un texte officiel qu'on appelle l'annexe 32, qui définissait le fonctionnement des CNPP. Hein. Et dans l'annexe 32, il est fait référence à la psychanalyse. C'est le seul texte que je connaisse où il fait référence à la psychanalyse en institution. Et ce texte est en train d'être réformé par la Direction générale de la cohésion sociale, la DGCS. Donc il y a des discussions ils ont auditionné des tas de monde et de gens, de professionnels et d'associations. Et donc ce texte va être bientôt officiel et va bientôt sortir. Or, moi j'ai lu une mouture intermédiaire, je ne sais pas si ça va être la mouture définitive, mais il n'est ni question de soins, le mot soin n'apparaît pas, le mot thérapie n'apparaît pas, hein, le mot maladie n'apparaît pas, c'est les troubles, on est dans les troubles. Donc, Troubles neurodéveloppement. Troubles neurodéveloppement, mais troubles. D'une façon générale, on ne parle pas de patients. Voilà. Et ça renvoie à la question justement de l'importance du statut de la langue et du langage. Et comment je crois que si on a un combat à avoir, c'est à ce niveau-là et à faire entendre. Et on peut le faire entendre à un certain nombre de gens qui sont en dehors mais ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Ça me fait penser l'importance de ce que tu dis sur la langue, que c'est pas forcément la parole toute seule. Je pense à une réunion quand j'étais rangé dans un service de pédopsie,
on faisait une réunion chaque semaine, le lundi, avec des gamins autistes et psychotiques, et un gamin autiste qui ne parlait pas, et dont un enfant psychotique disait « Morgane, il voudrait absolument faire du vélo. » Donc les gens disaient « Morgane n'a jamais dit qu'il voulait faire du vélo ». Mais lui, Eric avait observé qu'il voulait faire du vélo parce qu'il venait toujours le pousser quand il faisait du vélo. Alors, développe un peu. Bon, ben moi, je pense qu'il faudrait que ça soit un vélo un peu adapté quand même à Morgane, parce que vous avez vu, il est maladroit. Bon. Donc, il avait imaginé qu'on pourrait demander aux ouvriers de l'hôpital de souder avec des vélos cassés, un vélo avec 3 parties et un vélo à 3 roues sur lequel Morgane pourrait prendre place pour pouvoir faire du vélo en toute sécurité. Et donc, à la fin de la réunion, on discute entre soignants, etc. Qui est-ce qui casse les vélos? C'est Eric. Eric cherche à essayer de raccommoder tous les vélos qui cassent, etc. en disant « ça serait bien pour Morgane qu'on fasse un vélo qu'on va souder avec les vieux vélos que j'ai cassés pour que Morgane, etc. » Donc, tu vois, même pour les gens qui sont autistes, qui ne parlent pas, la question du langage se transfère sur quelqu'un d'autre, et quelqu'un parle avec et pour eux, hein, et donc, de toute façon, cette histoire du langage est absolument incontournable. Hein, le simple fait même qu'il y ait une circulaire, ça veut dire que c'est pas fait avec des signes en bande dessinée, hein, c'est fait avec des mots, et donc il va falloir pouvoir en tenir compte. Mais j'ai bien peur que tous ces nouveaux textes soient des textes de novlangue, quoi, en gros, hein, novlangue, c'est-à-dire vidés de leur substance de mots, quoi, justement. Ouais, je crois que c'est très important. Ça me fait penser à la réunion du club à Cholem, ce que tu racontes. C'est à Cholem, le service où tu es venu faire la supervision cette semaine. Et effectivement, il y a c'est assez hétéroclite. Hein. Ça fait beaucoup de bruit, ça rentre, ça sort, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis il y a toujours un moment magique, hein, où tout d'un coup, tout le monde est là ensemble. Et effectivement, il y a des patients qui vont de manière tout à fait imprévisible, alors qu'ils sont très 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 loin, proposer une activité dont ils ont envie pour eux, mais dont ils savent que d'autres pourraient profiter. Et à ce moment-là, ils vont créer des projets, des petits projets de sortie, de choses comme ça. Là, on ne les attend absolument pas. Hein, vraiment. Il y en a d'autres aussi qui vont, moi je dis, c'est une infusion, une réunion, c'est une infusion. Il y en a qui font que passer, rôder, venir boire un café, repartir. Mais ça compte énormément, hein, d'avoir ces moments-là. Parce que sinon, effectivement, dans un service hospitalier où les patients sont là depuis très longtemps et qu'ils ont épuisé toutes les possibilités d'être ailleurs, donc c'est quand même lourd chez eux, si on les laisse comme ça errer tout seuls avec leur folie et celle qu'ils peuvent entendre dans la bouche de l'autre ou dans le regard de l'autre, etc., c'est terrifiant, c'est encore plus terrifiant. Hein, et voilà, ça me fait plaisir d'entendre ce que tu dis du vélo, parce que c'est quelque chose dont on peut témoigner, Elisa et moi, dans les réunions du club, qui, à chaque fois, on a la trouille, on se dit qu'est-ce qui va se passer, et puis finalement, il y a toujours un moment, ça dure 5-10 minutes, un quart d'heure, et c'est magique. Voilà. Donc ça nous soigne aussi, nous les soignons, que ça se passe comme ça. Puis souvent, on constate que quand on parle d'un patient en supervision, comme par hasard, il est là en train d'écouter à la porte, quoi. Tu l'as constaté mercredi, hein. Par exemple. Voilà. Et puis il est tout gentil depuis. Hein. Ben là, vous n'êtes pas bavard, et moi. En direct d'Athènes. Vous dites, qu'ici on veut créer des espaces collectifs dans lesquels on pense au négatif, à l'hostilité, à la violence des patients, et aussi à la légitimité de leur origine et de leur actualité. Et que dans les équipes, on crée des espaces dans lesquels on pense, on essaye de concevoir des architectures qui peuvent permettre à cette violence d'exister sans trop déserter les lieux, et afin qu'elle puisse se transformer. On ne peut pas penser à ces espaces-là sans les espaces qui pensent la violence, l'hostilité, le négatif chez les soignants, et sa légitimité, et
la légitimité des sièges d'origine, c'est-à-dire la question du politique. Vous nommez dans le livre la double aliénation. Il y a des collègues qui très justement ont dit qu'il faudrait des années pour en parler, mais je pense que c'est important de l'évoquer parce que ça ne va pas de soi de demander à des gens d'être disponibles pour accueillir ce qui est à accueillir quand on travaille en psychiatrie et sans qu'ils puissent être entendus dans ce que ça provoque les violences financières, hiérarchiques qu'ils subissent. Donc il ne s'agit pas d'instituer ce genre d'espace à l'intérieur des unités forcément, mais ça ne va pas de soi de ne pas penser où on les institue et comment on articule. Et donc ça, voilà, c'est une banalité dans notre discussion, mais je pense que c'est important de ne pas... On est professionnel de la psy, mais en même temps on est citoyen. Hein, c'est ça. Je croise un type dans la rue qui est en train de parler au lampadaire parce qu'il a des voix qui font penser que si je suis un citoyen ordinaire, je change de trottoir parce que je vois bien que ça ne va pas aller. Si je suis un soignant, je vais vers lui, je dis je suis votre infirmier de secteur, on va discuter. Hein, donc on voit bien que là, il travaille sur l'aliénation sociale et sur l'aliénation psychopathologique. Le premier, il a travaillé sur l'aliénation sociale, il a changé de trottoir. Donc il ne travaille pas sur l'aliénation psychopathologique. Donc on voit bien, dans la psychiatrie de secteur, c'est ça qui était génial de cette histoire, c'est que les deux étaient pris en compte. Hein. On allait donc accueillir dans des lieux corrects, au sens noble du terme, des patients qui étaient rejetés de tout le monde, mais on allait aller travailler avec le maire de Trélazé pour mieux connaître les conditions de vie des mineurs d'Ardoise qui descendent à 1000 mètres sous terre. Et moi, je suis allé à 1000 mètres sous terre avec les représentants syndicaux pour voir les conditions de travail des mineurs. Évidemment, les mecs que j'ai rencontrés en dessous, à 1000 mètres, ils se sont dit, tiens, ce type-là s'intéresse à l'aliénation sociale. Et donc, évidemment, les rapports entre la psychiatrie de secteur, l'équipe et les élus municipaux, par exemple, puis les délégués syndicaux, etc., ont changé beaucoup la donne de la capacité qu'on avait de prendre en soin des patients qui, par ailleurs, avaient des pathologies psychiatriques. Hein, et donc, vous voyez que ces deux aspects-là sont nécessairement conjugués. Alors, on ne peut pas toujours faire le citoyen à tous les moments, mais il y a des moments où c'est très important d'être citoyen. Quand on fait ce qu'on fait au printemps de la psychiatrie, dans tous les trucs où on râle après le gouvernement qui ne fait pas ce qu'on lui demande, c'est pas qu'on a des enfants capricieux. C'est ce qu'on va dire, attendez les mecs, vous dites pour l'aliénation sociale c'est comme ça, on fait des plateformes et puis ils vont chez les psychologues en libéral. Ben non, vous savez, ça ne va pas marcher, hein, parce que nous, on connaît bien la question, ça ne va pas être suffisant, ça va pas... Bon, on travaille sur l'aliénation sociale. Donc le problème, c'est qu'actuellement, le rapport de force n'est pas en notre faveur. Alors que de 45 à 60 et quelques, le rapport de force était en faveur de ces idées, disons, ouvertes, sinon de gauche. Bon. Ben, actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, les idées de gauche ne sont pas vraiment en faveur dans les milieux dirigeants. Donc on voit bien que ça ne marche pas. Et même quand il y a eu un type qui était soi-disant de gauche, là, entre 2012 et je ne sais pas quoi, ça n'a pas marché non plus. Hein, donc. Mais c'est parce qu'il n'était pas de gauche, je pense. Voilà, donc. Ça a à voir avec l'humanisme, plus que de gauche ou de droite. Oui, bien sûr. C'est une caricature, bien sûr. Et c'est ce que raconte Toscaïev d'ailleurs, quand il est arrivé à Saint-Alban. Il raconte comment ça a commencé. Il raconte qu'en arrivant à Saint-Alban, il est arrivé en plein hiver, il s'est aperçu qu'il avait affaire à des tas de patients qui avaient froid, qui avaient faim. Et la première chose qu'il a faite, c'est de leur donner à manger et puis d'essayer de les chauffer. Hein, et c'est comme ça que la psychothérapie institutionnelle a commencé. Absolument. Donc c'est vraiment des choses pragmatiques. Et il disait même dans le détail, il va faire que les communistes le soient vraiment et que les religieuses le soient vraiment. Donc il allait vraiment plus loin même. Hein. C'est-à-dire utiliser toutes les forces de la société pour conjuguer quelque chose qui permettait de désaliéner, hein, oui, au sens fort. Juste par rapport à ce que a dit Anna,
il y a quelque chose que tu n'as pas relevé, j'ai l'impression. Hein. Non. Donc j'ai posé la question J'ai là, des taches aveugles. si elle était d'accord. Dans les oreilles. C'est ce qu'on peut vivre avec les soignants, de leur propre aliénation sociale et comment ils en souffrent, le décalage qu'il peut y avoir dans leurs conditions de travail. On est obligé d'en entendre quelque chose quand même, c'est normal. Hein. On ne peut pas faire comme si de rien, c'est pas vrai. Hein. Il y a eu des moments où, très très limites, où il y a des questions qui se sont posées, par exemple un soignant qui est complètement déconnant et qui a été viré d'une manière déconnante, certes, mais qui déconnait depuis très longtemps, et puis les autres qui étaient extrêmement choqués parce qu'il allait se trouver sans fric, et c'était vraiment très concret tout ça. Hein, voilà. Donc on est quand même confronté régulièrement aussi à ces questions-là, hein, parce qu'on leur demande d'être attentifs à des patients qui sont aussi très 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 malades et avec une charge importante. Je ne fais pas du gnangnan, parce qu'ils ne sont pas gnangnans, ces soignants-là. En fait, tu les as rencontrés. Les soignants, non. Hein, voilà. Mais il n'empêche que il faut avoir un petit peu de... Donc, je te remercie de tact. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. compléter la question à laquelle je n'ai pas répondu. Anna, désolé Anna, vraiment. Non, c'est vrai, mais c'est bon, c'est tout. Ici Sparte s'étole vis-à-vis d'Athènes. Moi, c'est quelque chose que j'entends plus dans le travail intra-hospitalier en long séjour. C'est Voilà. très important cette question, Voilà. je suis vraiment désolé d'avoir raté ça. Non, C'est le fait que cette violence qui s'exprime dans le transfert archaïque, c'est souvent de la violence. C'est une violence qui est à la mesure des angoisses archaïques des patients en question. Hein, les angoisses, c'est pas les petites angoisses, je vais être en retard à mon train ce matin, je sais pas quoi, ça c'est les petites angoisses. Les angoisses archaïques, c'est je tombe dans un trou sans fin et je n'arrive pas à m'agripper, ou je vais mourir, ou je vais me faire décapiter, ou vous voyez, c'est ce niveau-là les angoisses archaïques, c'est les films d'horreur, les angoisses archaïques. Donc, ces angoisses-là suscitent chez le patient quelque chose qui est un réflexe inné, c'est il faut que je les mette à l'extérieur parce que c'est insupportable en moi. Je les mets à l'extérieur, c'est là que la violence apparaît. Hein. Et donc cette violence-là, elle est reçue. Je ne change pas de trottoir, je vais vers le patient qui est violent et je vais essayer d'accueillir cette violence. Donc, si vous voulez, il y a eu l'époque où il y avait l'idée dans les équipes de psychiatrie, il est violent, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, sa violence? Et puis à l'époque actuelle, il est violent, contention. Il y a une question posée. Non, mais pas de philosophie. Hein. Il est violent, contention. Donc à ce moment-là, d'un seul coup, la question qui est posée par la violence, qui appelle une réponse, qui est une réponse de si je pouvais vous parler de mes angoisses archaïques, peut-être j'aurais pas besoin d'être violent. Mais comme je n'ai pas pu vous en parler, la violence est apparue. Et on accueille la violence comme une espèce de poupée russe qui coiffait la première poupée russe de l'angoisse archaïque et qui nous vient dans la figure à toute vitesse et qui nous assomme. Donc, quand on est dans une équipe, soit on tient compte de ça, soit on ne tient pas compte. Il y a des conditions pour pouvoir être disponible. C'est précisément ça sur lequel j'ai essayé d'insister. La réunion de constellation, c'est accueillir, y compris la violence. Et si on peut accueillir la violence, c'est-à-dire dire, là j'ai envie de le foutre par la fenêtre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il a été violent d'une certaine manière avec moi, qu'est-ce que je peux en comprendre? Et d'un seul coup, cette violence va se transformer grâce à un travail de sublimation permis par le collectif. Et c'est vraiment ça qui est fondamental. Alors qu'actuellement, on voit bien le patient dit à 9h à l'infirmière qui est dans son truc, derrière son plexiglas, même avant le Covid, hein, je voudrais aller fumer ma cigarette, vous savez, j'ai le droit de fumer une cigarette par jour. Attends un peu, parce que j'ai pas fini les médicaments, puis j'ai des trucs à remplir dans l'ordinateur, 1 heure après. Est-ce que je peux aller fumer maintenant? J'ai pas tout à fait fini à 11h. Est-ce que je peux? Le mec, contention. Voilà comment ça se passe actuellement. Alors on pourrait dire, salaud de soignant. Non, non, surtout pas. Essayez de réfléchir comme Anna nous le propose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui dans le système fait que un soignant que ça révulse va être contraint de mettre un patient dans une chambre fermée ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est la question, on pourrait dire, de l'aliénation sociale. C'est ça directement que ça pose. Évidemment, quand on pose ça aux gouvernants actuels, ils vous répondent par, il y a un protocole qui prévoit comment faire pour les contentions. Hein. Et si vous le suivez, vous n'aurez pas d'emmerde. Mais la question n'a toujours pas été posée de
Pourquoi est-ce qu'il est violent? Vous avez bien vu l'enchaînement. Hein. Bon. Et là, ce n'était pas des angoisses archaïques en direct, c'était la fumée comme anxiolytique des angoisses archaïques. Bon. Donc, on voit bien que c'est cette question-là qui se pose. C'est très important d'avoir des espaces dans les équipes où on s'occupe de ces pathologies-là pour pouvoir accueillir la violence, en prendre acte et la transformer. Et à ce moment-là, à mon avis, il y a un travail véritablement institutionnel qui se produit. Je crois que, il me semble là-dedans que ça répond un peu. Peut-être dire, rajouter une petite couche. Quand j'ai commencé à travailler comme interne dans un service à Épernay, il y a un médecin-chef qui était d'orientation analytique qui a embauché un psychanalyste pour faire une supervision. Donc ça a démarré, la cadre sup est venue à la supervision, on n'a pas pris garde à ça. On a foutu les pieds, une supervision, un psychanalyste, formidable, tout ça. Et il y a une jeune stagiaire infirmière qui était là et qui a dit quelque chose d'analogue à ce que tu as raconté. C'est pas comme c'était pas des enfants, qu'on ne pas les jeter par la fenêtre, mais qui a dit son hostilité et ce qu'on retrouve dans sphère négative, l'insupportable pour elle et tout ce que ça remue en elle. Conclusion, elle était virée. La cadre sup lui a dit vous n'êtes pas faite pour ce métier, quoi. Bon. C'est-à-dire que cette expérience première que j'ai eue, moi, ça m'a beaucoup alerté sur les conditions minimum pour pouvoir faire ce travail de supervision. Et cette psychopathologie à laquelle tu nous invites là, parce qu'on peut effectivement vraiment aller très très loin dans le travail thérapeutique, je trouve. L'expérience depuis presque 50 ans, ma foi, si on se met à compter le temps, avec les patients, nous montre à quel point ça marche toujours. Et on est toujours étonné de l'efficace. Mais pourtant, la question c'est celle des bords que nous construisons. Alors, il ne s'agit pas de construire des forteresses. Moi, ce que j'imagine, par rapport à ton travail, ton idée de constellation, c'est qu'en même temps, on ne peut pas se passer de lieu de contre-culture. Et que si, par exemple, demain, je vais aller à une réunion du printemps de psychiatrie avec, j'espère, quelques-uns, et nous allons tenter de construire des... Alors, non pas des gênements publics, mais essayer de construire une contre-culture qui fasse que quelque chose de ce travail de culturation qui était venu dans les années d'après-guerre, par toute cette bande, Toscaïès, Bonafé, etc. Il s'agit non pas de poursuivre seulement, mais de reprendre aujourd'hui sur des éléments, je dirais, de riposte politique qui construisent une contre-culture par rapport à cette culture politique, néolibérale, avec des éléments fascisants, racistes, aliénatoires de manière massive, et qui ne sont pas seulement le fait des autres. C'est ça qui est quand même, je trouve, important à dire, et qui était présent aussi dans la question, je crois, d'Anna, c'est à quel point cette aliénation nous traverse, et comment. Parce que si c'était aussi simple que l'autre est mauvais objet, moi je serais bon, non. Quand on fait ce travail comme tu nous y invites, tu sais ce que tu as. Je ne fais que répéter ce que tu as dit. Nous nous rendons compte à quel point nous sommes divisés, et comment, au cours du travail, quand on est en prise avec des patients, ça renvoie à des phénomènes où on voit bien que la conflictualité bouge tout le temps dans les équipes. La fameuse répartition entre les ça va de soi et ça va pas de soi dans Parloury, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit bien, il le dit aussitôt, que c'est jamais les mêmes. Et qu'en soi, ça bouge tout le temps. Donc si le travail a cette dynamique, il faut aussi qu'il y ait des conditions de possibilité minimum à cette dynamique, qu'on puisse se permettre de déconner, qu'on puisse se permettre de s'engueuler, y compris entre amis, sachant aussi qu'on a des ennemis. Et que le travail, la stratégie avec les ennemis, ceux qui, au fond, dans des logiques d'établissement, veulent écraser ce travail institutionnel, ils le disent explicitement aujourd'hui. On a été dans l'implicite quand même pendant très très longtemps, et petit à petit, on parlait plus de secteur, on parlait plus de pied. Voilà, ça s'est enlevé. Mais aujourd'hui, on est devant des déclarations de guerre. Tu le dis dans une interview avec tel personnage de l'État qui fait tomber tous les livres de psychanalyse et de psychiatrie de bibliothèque. Enfin bon, ces choses-là sont maintenant se répandent de partout. Des gens font des déclarations écrites voulant exclure la psychothérapie rationnelle et la psychanalyse de la formation de base du psychiatre. Enfin bon, localement, à Reims, c'est arrivé. Donc, Champagne. Et ouais. Donc ça se produit de partout. Donc là, c'est les stratégies qu'on a à avoir par rapport à... Il faut pouvoir à la fois faire
ce travail d'énonciation, alors dans les deux termes, il y a à dénoncer ça, mais il y a aussi à énoncer en positif Oui. ce que nous faisons et de témoigner de la possibilité, effectivement, de ces soins psychiques subtils qui peuvent se faire. Alors, toute la question étant, voilà, moi je suis très sensible à ce qui a été dit, et j'ai encore un copain, un vieux copain du 5e psychiatrie, je racontais à Pierre qui, après 30 ou 40 ans, je crois, d'interruption, vient de me téléphoner pour me dire qu'il s'installait en privé. Il doit avoir 113 ans, bon, avec la bande de Bretéché, un groupe de cabinet de groupe, et ça allait lui permettre de faire du travail, alors qu'auparavant il défendait une installation psychanalyse pur sucre. Bon, et puis il se rend compte que aujourd'hui, pour pouvoir toucher les gens, alors voilà, quelle stratégie de contournement il va falloir, pour certains, et pour les jeunes générations, je ne parle pas seulement pour les gens de 13 ans, comment faire pour pouvoir continuer à accueillir. Alors, il y a ceux qu'on va pouvoir accueillir dans des cabinets, voilà, pathologie borderline, et puis il y a tous ces patients que nous accueillons ici ou dans les établissements, pathologie psychotique grave, schizophrénie, paranoïa, et autres, qui est difficile d'accueillir, enfin, qu'il est impossible d'accueillir. Ça ne suffit pas, en tout cas, ça suffit pas. Et voilà, donc toute la question étant de comment construire des réseaux institutionnels et comment ces constellations transférentielles dont tu parles vont être, voilà, quel serait leur support, quelle fonction phorique finalement pour soutenir un tel défi. C'est vraiment une question que je me pose, à vrai dire, et qui est tout le temps, encore quand on s'est réunis cette semaine, on travaille avec des jeunes dans l'équipe, et la question qui est posée, comment on va faire là dans l'avenir si ils veulent nous rétablir la gueule, quoi. Qui est une question très concrète. Mais ils le veulent, c'est pas... Ils le veulent, oui. C'est pas s'ils le veulent. Mais il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Il vaut mieux un micro parce qu'on s'entend, on est nombreux, on s'entend mal. Je vais dire quelque chose après. Je dois dire que je suis filmé, je me rends compte que... Je travaille dans un pôle de santé. C'est des nouveaux trucs qui se mettent. Je travaille dans un pôle de santé, c'est des nouveaux trucs qui se mettent en place dans pas mal de lieux où il y a des déserts médicaux, etc., mais aussi autour de Reims. On a une quinzaine de personnes qui partagent principalement un intérêt financier. C'est-à-dire, c'est un lieu avec des médecins, des kinés, diététiciennes, ostéopathes, etc. etc. Bon. En fait, moi, ce dont je me rends compte, c'est qu'effectivement, après avoir travaillé à l'hôpital avec des enfants psychotiques et autistes, je vois évidemment pas les mêmes. Néanmoins, des angoisses archaïques, il y en a quand même un paquet. Bah oui. J'ai participé à un truc de l'ARS, prévention du suicide. Effectivement, je n'osais pas poser la question aux personnes que je recevais si elles y avaient pensé. On m'a conseillé de le faire, je n'ai pas été déçue. Quand je vois des personnes qui arrivent avec un burn-out ou quelque chose comme ça, ils sont effondrés. Et les angoisses archaïques, dernièrement, par exemple, une jeune adolescente, 13 ans et demi, vraiment suicidaire. Donc, moi, je suis toute seule, enfin, on est deux psychologues, on travaille de façon très différente. En fait, bien souvent aussi, on se trouve dans la situation où les institutions sont saturées. Les personnes qui viennent disent ben, j'ai demandé là, mais il n'y a pas de place, j'aurai un rendez-vous dans 3 mois ou dans 6 mois. Ouais, ça, et il y a une population importante qui est dans cette errance-là, dans l'attente. Et ils sont sur un quai de gare, quoi. Ils vont très mal. Moi, je considère que mon boulot, c'est pas de renvoyer les gens qui sont en burn-out, de les renvoyer au travail. Quand vous parlez de médico-mimétisme, on est assailli par ce truc-là. Il faudrait distribuer une rencontre avec un patient comme on distribue du Doliprane. Je travaille avec des médecins qui sont des médecins généralistes, jeunes médecins généralistes, et eux, ils sont tombés sur le dos en me disant qu'il fallait absolument que je fasse le dispositif Mon Psy en une demi-heure, etc. Un peu comme ils distribueraient du Doliprane, il faudrait que moi je travaille pareil. Pour ça, j'aime bien votre expression de médico-mimétisme, parce que c'est vraiment ça. C'est pas moi, je leur ai dit que je me suis défendue comme j'ai pu en disant que j'étais une vieille bête et que je continuerais à travailler comme j'avais l'habitude de faire et pas autrement.
Il y a aussi- pas aimé. Il y a aussi des jeunes bêtes là. Mais ça a été ma première défense, et que je n'allais pas changer à mon âge et faire autrement. Voilà. Mais néanmoins, je trouve qu'il y a aussi des possibilités d'improviser. C'est-à-dire que, par exemple, cette jeune patiente suicidaire, le médecin généraliste, le jeune médecin généraliste, elle est venue me voir, elle m'a dit, écoute, j'en peux plus, je ne sais pas quoi faire avec celle-là, et puis la mère, et puis... bon. Et en fait, je dirais qu'il y a des réunions, mais des réunions telles que vous les décrivez. Néanmoins, il y a des interstices, il y a des machines à café, je vais appeler ça comme ça, où effectivement, on peut lancer un truc et on voit très bien que certains collègues, c'est pas la peine de leur en parler, hein. Ils changent de trottoir. Mais il y a comme ça la possibilité d'avoir des gens qui entendent. Ah ben oui, tu la reçois, moi je vais la recevoir et je te la renvoie et on va voir. Et puis il y a des patients aussi qui inventent. Par exemple, j'ai une patiente qui est en plein dans des angoisses archaïques avec une vieille histoire et tout ça. Bon, ben elle a trouvé une art thérapeute et elle vient me voir une semaine, elle va faire sa séance d'art-thérapie l'autre semaine. Et elle voit un des médecins du pôle une autre fois. Donc c'est un peu du bricolage, mais tout le monde n'y est pas. On voit bien qu'il y a des gens qui sont prêts à ça, quoi, qui sentent que, même en tant que médecin généraliste, ils n'en peuvent plus, quoi. On peut improviser, quoi. Ça, c'est un témoignage. Tosquelles disait il y aura un profond changement le jour où on dira non pas la psychiatrie est une branche de la médecine, mais la médecine est une branche de la psychiatrie. C'est-à-dire importer l'idée que la relation médicale se situe dans une relation humaine. Hein, et ça, je crois que c'était un enseignement formidable. Ça. Ce qu'elle n'est plus, hein. Hein? Ce qu'elle n'est plus à l'heure actuelle, Non. même au niveau Dominique, dans les consultations médicales. On t'entend pas. On t'entend pas. Parle plus près du micro. Tu t'es monté le son. Alors, moi, là, c'était en aparté. Ce que je voulais témoigner, c'est là, on parle de créer des constellations en faisant presque le deuil du travail qu'on a pu faire dans les institutions pendant des années et dont on aurait la nostalgie tous. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'hostilité d'un environnement que moi j'ai vécu de plus en plus informalisable. C'est-à-dire qu'au départ, tout au début, quand on travaillait, on avait un projet, donc on pouvait physiquement rencontrer par exemple les inspecteurs de la DAS, etc. Et on échangeait avec des mots, et sur les soins, sur ce qu'on faisait, etc. Après, on nous a dit, ben non, c'est plus la peine de vous déplacer. Donc on faisait des rapports d'activité où il y avait encore du texte, des mots. Là aussi, on parlait des soins. Hein. Et puis ensuite, on a eu le gouvernement par les chiffres. On nous a dit, ah non, c'est pas la peine d'écrire quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est simplement des tableaux Excel. Donc vous nous dites combien de patients, dans quelle catégorie, combien de temps, les moyennes, voilà. Et puis, l'ARS, qui nous demandait donc ces choses-là, il n'y avait aucun retour, rien du tout. Au niveau des évaluations, internes, externes, tous les trucs. Les premières évaluations, on a essayé de parler boulot, de défendre ce qu'on faisait, parler du soin. C'était encore faisable. Les dernières évaluations, mais c'était ahurissant, quoi. Hein. Le gars, il a passé son temps donc à mesurer les écartements des toilettes, hein, pour voir si dans un CMPP, j'ai oublié de dire, j'étais médecin directeur dans un CMPP. Hein. Il s'est ébahi parce que sur les portes, l'architecte avait mis en braille le nom des soignants, alors qu'on n'avait aucun enfant malvoyant. Mais alors, aussitôt, il nous a mis des points en plus dans l'évaluation. Ensuite, il a été regardé dans l'armoire où la personne qui faisait le ménage stockait les produits ménagers.
pour regarder si voilà. Et donc toute l'évaluation, ça a été cette chose-là, quoi. C'est-à-dire que bon, chaque fois on essayait de glisser au niveau du travail, ce qu'on faisait, les patients qu'on recevait, comment on les recevait, que c'était de plus en plus difficile, les listes d'attente, etc. Rien du tout. Et donc, ce qui est vraiment, je trouve, ahurissant, c'est que sur cette évaluation, donc qui évalue rien du tout, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, on avait la note maxima, hein, parce que bon, il avait trouvé qu'effectivement les toilettes étaient bien, voilà, ils étaient bien écartés, on peut passer. Vous avez braillé après. Voilà. Mais, voilà. Et la question par rapport à ça, on est tellement déstabilisé parce qu'à aucun moment on peut parler de son boulot, quoi. Hein, on est totalement déstabilisé. C'est la logique actuelle, hein, c'est voilà. ça. Hein, et en plus, donc cet environnement hostile, on n'a plus de contact avec lui. Hein, on peut plus. Les documents qu'on envoie, ils sont classés numériquement, on peut même plus l'écrire. Hein, ils sont classés quelque part, je sais pas où, à l'ARS, avec les autres tableaux Excel, etc. On n'a plus aucun échange. Vraiment. Hein, on ne parle plus de boulot. Mais ça, si vous voulez, quand Macron dit mais maintenant ça va changer parce qu'il va y avoir un tandem administratif médical, il rêve le mec. Parce qu'en fait, c'est toujours cette logique-là qui prévaut. Et donc le médecin va vous dire ça serait bien que je vois quoi, on lui dira 0,2, je sais pas quoi. Et ça sera impossible le dialogue. Donc ma question à la fin, c'était donc il y a un environnement hostile, ça on le voit bien, mais comment faire pour le contacter, pour pouvoir au moins échanger avec lui, puisque donc il est voilà. Faites le 1. C'est.